Bonjour, bienvenue dans l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Rock et moi-même, Bruno Lalonde. Alors, la librairie n'est pas ouverte, j'ai quelques minutes pour enregistrer cette petite vidéo, pour pas être dérangé par ses clients. Ah, les clients! Aïe, 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 aïe. Toujours en train de me déranger dans mes tribulations. Alors voilà, hier, j'ai commencé une vidéo vous expliquant une sorte d'impact que ces vidéos-là ont. J'ai raconté que avant-hier samedi, il y a quelqu'un qui est arrivé avec une liste de mes recommandations. Un écrivain sur ses entrefaits débarque et me remercie pour les 2 vidéos que je lui ai consacrées, dont une d'1 heure. Je me suis assis devant la webcam et j'y suis allé à l'improvisation comme d'habitude. Une prise. Pour moi, c'est une règle parce que assez rapidement, je me suis aperçu que de les répéter ne changeait rien à l'affaire. Au contraire, je perdais la spontanéité. Le travail de la spontanéité est un travail, on s'en doute, de longue haleine. Et de maintenir cet état de spontanéité est le fruit d'un long travail sur soi-même. Alors, l'exemple que j'aime à donner pour illustrer cette spontanéité-là, c'est le jazzman dont le plaisir se trouve dans le jam session. Alors, quand il se trouve en compagnie de ses collègues jazzman et que tout à coup, ils réussissent à créer quelque chose de neuf, de beau, d'inédit, eh bien, c'est dans cet accomplissement-là qu'ils trouvent leur bonheur, sinon leur jouissance de musicien. Et si, par ailleurs, eh bien, il y a quelqu'un pour enregistrer cette track, eh bien là, on a quelque chose de très vivant. C'est la même chose, je pense, dans beaucoup d'art. Dans la peinture aussi, on doit saisir le moment vivant. Dans la poésie aussi, ces moments épiphaniques où tout à coup, on est transporté, on est dépassé, des moments de transcendance, oserais-je dire. L'autre exemple qui me vient à l'esprit de cette nécessité-là, de la spontanéité, c'est Clint Eastwood, qui continue de travailler. C'est invraisemblable, Clint Eastwood. Ses films sont magnifiques. Beaucoup de ses films sont de purs chefs-d'œuvre. Et c'est un extraordinaire musicien, outre le fait aussi que c'est le comédien que l'on sait. Et Clint Eastwood, qui est également producteur, qui a à cœur les bidous, eh bien, lui juge autant que possible s'il peut faire une prise, et puis si la prise est bonne, c'est fini, c'est fait. Alors c'est pour ça aussi qu'il a pu, dans les 15-20 dernières années, faire parfois un film par année, parfois 2 même. Alors je présume bien que Woody Allen peut-être aussi a cette capacité-là. En tout cas, pour en arriver à ça, c'est l'idéal. Alors mes vidéos sont spontanées. Alors quand j'ai raconté à ce jeune auteur, à ce jeune chercheur universitaire, que toutes les vidéos étaient spontanées, il était assez éberlué. Ce qui était étonnant aussi, c'est que nous parlions, lui et moi, de son prochain livre qui est consacré aux marches, aux promenades de Simone de Beauvoir. Alors, vous l'avez reconnu, sans doute, ce chercheur-là, c'est Yann Hamel. Et j'avais été mis sur la piste de ce livre-là par un de mes amis et confrères libraires, Emmanuel Simard, qui travaille chez Gallimard, sur la rue Saint-Laurent. Et connaissant mon amour et de Sartre et de Beaulieu, eh bien, Hamel a fait un essai qui est très, très intelligent sur la similitude entre ces 2 ogres, ces deux monstres de papier. Et donc, son prochain livre qui va traiter de l'aspect de la marche, parce que l'aspect dédaigné, évidemment, on s'intéresse plus à son engagement politique. Et c'est pour ça que je suis un grand, grand amateur de la grande Simone. C'est que Simone voulait tout. Une fin de vivre. Mais elle était triste un peu, Simone. Quand on lit le premier tome de ses mémoires que j'ai lu plusieurs fois, sauf celui-là, lui, je l'ai parcouru rapidement. Son enfance est trop triste. Ça a quelque chose qui me chagrine.
une enfant triste et qui a combattu aussi je dis une enfant triste, une mère très amoureuse elle avait une mère très amoureuse de son mari et une mère très physique aussi qui avait de forts besoins sexuels, c'est ce qu'elle raconte, et qui s'est étiolée, qui s'est décomposée quand son mari, qui était le père de Simone, était un amateur de prostituées. Alors, la mère l'attendait à l'aube, et il revenait, le corps couvert de parfums étranges, d'odeurs parfumées, et la mère s'est abîmée, s'est morfondue dans cet abandon-là du père. Elle racontait, alors, il y a peut-être ici cette tristesse d'avoir grandi dans une famille dysfonctionnelle, une mère hyper mélancolique, pour ne pas dire dépressive, et le caractère entier, volontaire, rébarbatif, réfractaire de Simone de Beauvoir, un caractère physique. Alors, ce que me racontait Yann Hamel sous parce que je vais revenir sur ce client qui avait sa liste. Eh bien, ce qu'il me racontait, c'est que ce volet-là est évidemment peu étudié, parce qu'au fond, la question physique intéresse assez peu les intellectuels. La question du mode d'être, du mode de vie. Et Simone pouvait marcher jusqu'à 30, 40 kilomètres par jour sur des chemins montagneux, escarpés, et qui, le soir venu, se retrouvait dans une auberge, et là, eh bien, elle faisait bombance, hein. Elle mangeait beaucoup, elle buvait, elle refaisait ses forces par la jouissance diététique. Alors, ce caractère-là, bien trempé de Beauvoir, a été pour moi, dès le début de mon cheminement intellectuel, non universitaire, eh bien, a été un modèle pour moi. Et ce matin, avant d'enregistrer cette petite vidéo, je me faisais la réflexion suivante également. Quelque chose, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui disparaissent là, par les temps qui courent. Bon, il y a eu 5 librairies qui ont fermé leurs portes au cours de l'année 2018. J'y reviendrai, ça. Et personnellement, j'en éprouve un deuil. Les librairies, c'est des petits monastères. Ce sont des lieux de pouvoir, ce sont des lieux de création, ce sont des îlots de sens dans une cité, et de les voir disparaître, ça ne contribue pas à l'amélioration. Puis souvent, sont remplacés par des trucs qu'on a ad nauseam. Boutiques de vêtements, restaurants, bref, on ne manque pas d'endroits où on peut aller manger, ou aller s'habiller. Par contre, les endroits où on peut aller chercher des nourritures spirituelles, des nourritures intellectuelle, eh bien, ces endroits-là tendent à disparaître. Poussés surtout, ça j'y reviendrai aussi, par la bulle immobilière. Alors, je me faisais cette réflexion-là des choses qui disparaissent. C'est qu'au début des années 60, 70, jusqu'aux années 80, qui à mon avis, là, on est dans les années 80 encore. Ne vous y trompez pas, nous n'avons jamais quitté les horribles années 80. Il y avait des intellectuels non universitaires. Et ils avaient le droit de parole, ils avaient le droit de publication. Ils existaient et ils étaient considérés à l'égal de leurs pairs universitaires. Cette catégorie-là d'intellectuels que je qualifierais, faute de mieux, d'intellectuels organiques, hein, selon la terminologie d'Antonio Gramsci, eh bien, ces intellectuels organiques qui n'étaient pas membres de l'institution, eh bien, ceux-là non plus, on ne leur accorde plus créance. Alors maintenant, ce qu'on dit d'un faux intellectuel, c'est nécessairement quelqu'un qui n'a pas passé par le sérail de l'institution universitaire. C'est clair, avoir des universités vivantes, avoir des universitaires qui travaillent, qui font des recherches, c'est fondamental pour une société. C'est capital. Mais qu'il n'y ait plus que cette seule sorte d'intellectuel à qui on accorde du crédit, eh bien, c'est une tragédie pour tout le monde. C'est une tragédie pour tout le monde, et je ne crois pas que nous sommes nombreux à mesurer à quel point la disparition
de ces êtres, eh bien, ne contribue pas à... En fait, contribue à la dévastation en cours. On le sait, j'ai commis une vidéo hyper négative sur Houellebecq. Bon, je ne reviendrai pas là-dessus, mais pour moi, Houellebecq, c'est le symptôme de cette disparition-là de l'intellectuel. Et Houellebecq s'en est pris à... En fait, dans son précédent livre, Soumission, il s'en prenait aux universitaires. Et dans son dernier, finalement, il s'en prend à la dernière catégorie d'individus et il s'en prend aux lecteurs. Alors là, je ne suis pas sûr qu'on l'a vu ça aussi, que c'est une attaque en règle contre les derniers lecteurs. Peut-être en éprouve-t-il du chagrin, de l'amertume, de la déception, mais assurément, ça se traduit par une colère froide, par un cynisme méthodiquement appliqué, et il n'y a pas d'avenir là-dedans. Alors, pour moi, je comprends que Houellebecq a tout compris, mais une fois qu'on a tout compris, qu'est-ce qu'on fait de cette compréhension-là? Alors, pour en revenir donc à ce que j'allais vous dire, au fond, pourquoi je n'aurais pas été capable d'être un critique. C'est comme ça que je pense que j'ai terminé ma vidéo d'hier. Puis peut-être, sans doute, je ne vais pas vous le dire encore aujourd'hui, ou pas suffisamment en des termes clairs, en des termes précis, en des termes étoffés. C'est que, constitutionnellement parlant, je ne suis pas capable de lire des choses qui me déplaisent. Et de se faire une réputation, parce que je repensais à certains critiques québécois, entre autres, et français, mais je pensais à certains critiques québécois, qui se sont fait une réputation de bad boy et d'individus craints. Et qui, par ailleurs, n'étaient pas des universitaires. Hein, n'est-ce pas? Ça, peut-être, il y a un lien. Et j'aurais pas souhaité être dans cette catégorie-là d'individus qui est craint, mais je peux comprendre que pour être reconnu d'une certaine manière, hein, à la fois par le grand public et peut-être aussi par les universitaires, eh bien, il faut être craint. Alors, sur 1400 vidéos, j'en ai fait 2 négatives, ou nommément. J'en ai fait peut-être quelques-unes d'autres cryptées, hein, à bon entendeur, entendez. On en a fait 2, puis peut-être 3-4 cryptés. Et bon, les cryptés, bon, je vous dirais, ça n'a pas d'intérêt. Un bon pamphlétaire vise la personne. Vise la personne et même la vise physiquement. Un bon pamphlétaire ne donne pas dans la mesure, donne dans l'excès. Alors, j'en ai fait 2. La première, je ne vous la nommerai pas, mais ça m'a valu d'être invité à l'université. Ça m'a valu une conférence que j'ai donnée, une seule fois d'ailleurs, absurde, peut-être que j'ai dû vous en parler, mais absurde, sans aucun sens. Et puis, celui qui m'avait invité, le directeur du département d'études littéraires, eh ben, après mon intervention, a affirmé que ce qu'on venait de voir, eh ben, on n'est pas prêt de revoir ça. Puis d'ailleurs, ils m'ont pas réinvité. En tout cas, ça c'était l'autre histoire, mais je vais vous en parler. On s'était bien amusé quand même. J'avais eu un trac d'enfer. Ben, parler devant 5, 6, 8 personnes, dont un auteur qui était là. Et comme je leur ai dit, je dis, bon, vous êtes bien gentils, mais vous avez les autres conférenciers qui ont livré leur communication. Ben, vous êtes bien gentils, mais vous avez travaillé sur des auteurs morts. Tandis que le mien est là, il est devant moi, et il me toise du regard. Alors, hein, quelle épreuve! À cause de cette vidéo-là négative, eh ben, j'ai été invité donc à participer à un colloque. J'ai reçu des félicitations d'autres universitaires, et certains d'entre eux m'ont même invité à m'en prendre à d'autres et à faire d'autres vidéos négatives. Alors là, je me serais retrouvé, on peut imaginer, hein, le killer qui débarque, ça y est, il désigne tout le monde, c'est Lucky Luke, l'homme qui critique plus vite que son ombre. Franchement, là, la vie est trop courte pour lire des livres chiants, et d'autant plus que les livres chiants,
eh bien, provoque en moi tellement d'irritabilité, provoque en moi le courroux, l'agressivité, le goût de tuer presque, que sans doute je serais devenu un critique atrabilaire, monstrueux, sanguinaire. Alors, ayant une diététique de lecture irréprochable et impeccable, dès qu'un livre ne convient pas à ma complexion, hop, il est fermé et je ne le lis pas. Je laisserai à d'autres le soin, peut-être, si la littérature encore existe, d'en découdre avec le dit ouvrage. J'ai encore bien des choses à vous dire, mais demain je vais vous parler de Jean-Claude Pirotte, de un de ses derniers livres, Traverse, où il est question de Léon Verte, qui m'a fait découvrir. C'est du lourd, Léon Verte. Il a tenu son journal pendant la Seconde Guerre mondiale. Il fallait beaucoup de courage parce que, enfin, et franchement, il s'en prenait, évidemment, il s'en prenait aux nazis dans des termes on ne peut plus, on ne peut mieux choisir, et aux pétainistes. Enfin, c'est assez, mais c'est bon. Et Jean-Claude Pirotte, qui a écrit ce dernier journal, je pense, un tout petit livre, 2010 ou 2010-2011 ou 2011-2012, mais je pense que c'est 2010-2011, est horrifié par Nicolas Sarkozy, qui, pour lui, c'est clair, on vit dans une sorte d'occupation. Une occupation et comment Sarkozy a dégradé la fonction. Au fond, pour lui, c'est en droite ligne avec les collaborateurs pétainistes. Alors, demain, je vous entretiens de cela. Allez, merci. Autrement, passez une bonne journée. Ah oui, j'avais oublié, il faut conclure. Ouais, voyez, l'improvisation a quand même ses lacunes. C'est que le client, avec sa liste, sous mon influence, dirais-je, s'est mis à lire les mémoires de Simone de Beauvoir et il était parfaitement enthousiaste. Alors, il m'en faisait part quand Yann Hamel débarque. Et là, il y a eu une sorte d'étonnement, je dirais, de la part de tout le monde qui était présent dans la librairie, de voir comment les grands esprits pouvaient se rencontrer. Alors, vous connaissez la suite, vous vous abonnez à ma chaîne, si le cœur vous en dit. Vous pouvez nous rendre visite, à Fabienne Roch et moi, dans l'atelier librairie, le livre voyageur, dans le quartier Villeray, à Montréal. 514-736-0999 pour des conseils de lecture, ou si vous cherchez, là je vais ouvrir, enfin. Enfin, je vais être dérangé aujourd'hui par les satanés clients. Aïe, les clients. Mais de toute façon, maintenant, nous n'avons plus que des clients. Bonne journée à tous.